pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles. Il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a bien des années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau. Au nord, par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die. À l'ouest, par les plaines du Comtat venessin et les contreforts du mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur. Et après 3 jours et demi de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille, et il me fallait absolument en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie. La petite chapelle au clocher écroulé était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil. Mais sur ces terres sans abri,
et haute dans le ciel. Le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau, et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau excellente d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. On le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre. Sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai également qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse.
Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit très mal. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes font porter leur charbon à la ville, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle touche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout. Aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église. Pour les vertus qui se combattent d'entre elles, pour les vices qui se combattent d'entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos qui irrite les nerfs. Il y a de nombreux cas de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Le lendemain, je lui demandai la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire. Mais j'étais intrigué, je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands qu'il avait soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'il emportait en guise de bâton une tringle de fer, grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne.
La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa la garde du troupeau à son chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route. Et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me dit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale. Ou peut-être était-ce la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait déjà planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur les 20 000, il comptait en perdre encore la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient donc 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude, où il prenait plaisir à vivre lentement, avec son chien et ses brebis. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à cette époque, malgré mon jeune âge, une vie de solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres. Et il avait près de sa maison une pépinière issue des faînes. Ces sujets qu'il avait protégés de ses moutons par des barrières en grillage étaient de toute beauté.
Il pensait également à des boulots pour les fonds, où, me dit-il, une certaine humidité dormait à la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans, pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que lorsqu'on a 20 ans, on considère ceux qui en ont 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort, il était même fort vert. Il avait juste changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre.
il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que lui et que moi. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long sur 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait désormais avoir recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds, où il soupçonnait avec juste raison que de l'eau dormait à la surface du sol. La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas, poursuivant obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. Ce fut la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux avaient porté de l'eau jadis, dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, où des archéologues avaient fouillé et avaient trouvé des hameçons à des endroits où au XXe siècle, il fallait avoir recours aux citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement.
Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des jeunes arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villes et dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir, ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires, mais on imagine bien cependant que pour une telle réussite, il a fallu lutter avec le désespoir. Que pour la victoire d'une telle passion, il a fallu vaincre l'adversité. Il avait pendant un an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'année d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres, qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans la solitude la plus totale. Si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait pousser une forêt toute seule. À cette époque, Elzéar Bouffier allait planter des hêtres à 12 km de sa maison. Pour s'éviter le trajet aller-retour, car il avait alors 75 ans, il avait envisagé de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative va examiner la forêt naturelle. Il y avait parmi eux un grand personnage des eaux et des forêts, un député et des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose. Et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour d'après, de la semaine d'après, nous allâmes à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 km de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois.
et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait couvrir encore d'arbres. Avant de partir, mon ami fit une simple suggestion à propos d'essences naturelles auxquelles le terrain semblait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il, que ce bonhomme en sait bien plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine forestier que la forêt, mais aussi le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection, et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque majeur que pendant la guerre de 1939. J'ai habité Francfort en Allemagne jusqu'à l'âge de 4 ans
Comme nous sommes juifs à 100%, mon père est venu en Hollande en 1933, où il a été nommé directeur d'une société néerlandaise. Ma mère est venue le rejoindre en septembre, puis ma sœur Margot en décembre, et moi en février 1934 avec notre grand-mère. Notre vie a connu les tensions qu'on imagine, puisque les lois anti-juives de Adolf Hitler n'ont pas épargné les membres de la famille qui étaient restés en Allemagne. Mais à partir de 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands et nos misères à nous les Juifs ont commencé. Les lois anti-juives se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune, les Juifs doivent rendre leur vélo, les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram, les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3h à 5h. Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8h du soir à 6h du matin. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis ou à d'autres sports. Les Juifs doivent fréquenter des écoles juives et ainsi de suite. Voilà comment nous vivotons et il nous était interdit de faire ceci ou cela. Cette nuit, à 3h, quelqu'un a sonné à la porte. Margot est apparue avec une convocation à la main, des SS pour papa. Cela m'a fait un choc terrible, tout le monde sait ce que cela veut dire. Je voyais déjà le spectre des camps de concentration. Nous cacher, mais où? En ville? À la campagne? Dans une maison, une forêt, une cabane? Où? Quand? Comment? Anne Frank. Le berger n'avait rien vu. Il était loin de là, poursuivant paisiblement sa besogne. Ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré celle de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais repris le chemin des contrées désertes. Mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais pas le pays. Il me sembla même que l'itinéraire me fit passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergons. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons comptait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties autour d'eux avaient envahi les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé. L'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis,
soufflait une brise souple et chargée d'odeur. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau couler dans un bassin. Je vis qu'on avait fabriqué une fontaine, qu'elle était abondante. Chose encore plus étonnante, on avait planté près d'elle un tilleul qui devait déjà avoir dans les 4 ans, déjà grand, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergonce portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers, où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les rosiers et les choux, les céleris et les anémones, les poireaux et les gueules de loup. C'était désormais un endroit où on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis le rétablissement complet de la ville. Mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Dans les étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent désormais des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie confortable et heureuse. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, de l'esprit d'aventure, du mouvement. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux habitants, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar.
qu'un homme seul, sans moyens techniques, réussit à faire sortir du désert ce pays de Canaan. Je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et de générosité pour faire surgir ce pays, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon.
Ça fait pousser les arbres. Je voudrais donc juste dire un petit mot, c'est que donc, à la technique, c'est Monsieur Ricci d'abord qui nous fait. Toute la musique, et tout ça, c'est composé par ce groupe qui s'appelle la Red Map. Ouais. Je vois qu'il y a des habitués. Et tous les dessins ont été faits entièrement par ma sœur Véronique. Vous pouvez trouver cette nouvelle, elle est en vente, elle s'appelle donc L'homme qui plantait des arbres. C'est vraiment une nouvelle très originale de Jean Giono dans son écriture. Il l'a écrite en 1947, elle est vraiment à part de tout ce qu'il a écrit. Et voilà, vous pourrez voir, c'est au mot près. Un écolo avant l'heure. 1947 quand même. Et juste pour vous dire donc, que le festival n'est pas terminé, puisqu'il y a un concert, je crois, encore après. Voilà. T'es pas sûr? Si, il y en a, mais je sais pas le nom. Mais voilà, je ne pas. La caille. La caille, ça caille, la caille. Voilà. Il fait très chaud, on est désolé. Et puis on a un nouveau gradin. Je sais pas, ça circule. Ça vient du cube, ça vient ici. Ça venait des fédérés, tout ça, c'est encore là. Et voilà, bonne fin de festival. Et si vous voulez vous rafraîchir, on ne fait pas de buvette ici, malheureusement. Oh. Voilà. Donc, il faut aller. Voilà, on est désolé. Mais vous pouvez rester 5 minutes si vous voulez qu'on discute. C'est l'habitude, ça. Merci.